toutes et à tous. On va démarrer ce matin avec Maître Kuhlmann sur les clauses et les modifications du contrat de travail. Donc, merci d'être présents et aussi nombreux. C'est un sujet qui vous plaît énormément et en plus présenté par Maître Kuhlmann, vous allez voir, ça va prendre vie. Alors, juste pour information, vous avez le petit bouton discussion. Alors sur mon ordinateur, c'est discussion, mais ça peut être marqué chat ou échange, pour poser vos questions. Alors, vu que ce matin, nous sommes un peu nombreux, je vous propose de les écrire dans le chat et nous les poserons au fur et à mesure à Nathalie à la fin de chaque paragraphe que vous pouvez voir sur l'écran actuellement partagé. Bonjour à tous. Donc, on va laisser la main à Nathalie qui va démarrer cette visio. Merci Nathalie. Merci à vous. Bonjour à tous. Effectivement, un sujet une intervention sur des sujets assez complexes et complets, je dirais, puisqu'il s'agit d'évoquer les problématiques du choix du contrat de travail et des clauses à y intégrer, ce qui est une problématique, je dirais, essentielle pour la gestion de ces salariés, pour savoir d'une part anticiper l'évolution du contrat de travail et puis être efficace dans, on va dire, la gestion au quotidien de ces salariés, puisque savoir écrire un contrat de travail, c'est éviter d'éventuels conflits futurs et c'est savoir évidemment anticiper l'évolution des clauses du contrat de travail avec un élément essentiel pour le contrat, on le verra tout à l'heure, qui est le lien de subordination. Et aussi élément essentiel qui est celui de savoir comment interpréter les clauses du contrat de travail avec le code de procédure civile qui nous permet notamment ainsi que le code civil d'interpréter les clauses lorsqu'elles ne sont pas claires avec la commune intention des parties et l'interprétation des clauses les unes par rapport aux autres. Et on va voir que ce n'est pas un sujet qui est un sujet théorique, mais bien un sujet pratique parce que certaines clauses peuvent ne pas être toujours très compréhensibles et doivent, dans le cadre d'un litige, s'interpréter au regard de l'intention des parties. Alors, le premier thème à aborder, c'est le choix du type de contrat lui-même. Est-ce qu'on choisit un CDD ou un CDI? Et c'est un sujet que j'ai souvent à aborder avec mes clients qui ont l'idée parfois fausse, on va le voir, que le recours au CDD est beaucoup plus pratique et plus sécure par rapport à un CDI parce que selon la commune, on va dire, image que chacun a du CDD, ce serait plus pratique d'utiliser ce type de contrat comme une espèce de période d'essai plus longue et ce serait plus pratique évidemment de le rompre qu'un CDI. Et on va voir que ça n'est pas nécessairement le cas tant dans la possibilité d'avoir recours au CDD que dans la possibilité de rompre le CDD. Et la première problématique qui se pose est celle du cas de recours au CDD. Souvent, on me demande de rédiger un CDD en me disant bon, bah, merci de rédiger ce contrat de telle date à telle date pour tel type de poste. Et puis, je pose la question, mais pour quel type de recours? Parce que la loi impose de manière limitée le recours au CDD dans un certain nombre de cas qu'on ne peut pas, au-delà desquels on ne peut pas aller. Et si on ne mentionne pas dans le contrat à durée déterminée le recours, l'objet du CDD, eh bien, on va le voir tout à l'heure, il y a une requalification automatique du CDD en CDI. Et donc, les cas sont limitativement prévus par la loi. Le premier auquel on pense, c'est celui pour le remplacement d'un salarié absent. Oui, je peux embaucher quelqu'un en CDD pour remplacer quelqu'un qui est absent. Je précise quand même néanmoins, c'est un dossier pratique dans lequel on m'a demandé de faire un CDD. Un salarié avait été licencié. Et puis, on voulait le remplacer. Mon client me dit, bah oui, il est absent. Bah non, c'est pas une absence définitive auquel on pense, bien sûr, c'est le remplacement d'un salarié en arrêt maladie, en congé parental, en congé payé, bien sûr. Deuxième type de recours autorisé, c'est un salarié est parti définitivement
de son CDI, on a besoin de le remplacer ponctuellement, mais on sait qu'on ne réembauchera pas définitivement après, que le poste sera supprimé. Alors là, oui, c'est la possibilité de réembaucher en CDD pour une durée maximale de 24 mois, sachant qu'à la fin de cette durée, le contrat sera rompu et que le poste ne sera jamais remplacé. C'est une suppression de poste. À l'inverse aussi, possibilité d'embaucher un CDD lorsqu'on attend quelqu'un qui va pourvoir définitivement au poste, mais qu'on l'attend parce qu'il est, par exemple, en préavis chez un autre employeur. Là aussi, possibilité de recourir à un CDD en attendant l'embauche, enfin l'arrivée définitive de cette personne. Alors, je précise néanmoins qu'il s'agit de remplacer quelqu'un qui n'est pas encore arrivé, mais qu'on a déjà choisi. Il faut que le recrutement soit déjà fait. Donc ça, c'est la troisième possibilité de recours au CDD. Quatrième possibilité qu'on connaît tous, c'est l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise. Alors souvent, c'est, je vais dire, le fourre-tout du CDD. On me dit, oui, j'ai une mission ponctuelle et donc on va indiquer ce type de motif pour recourir au CDD. Et puis souvent, quand on gratte, en réalité, ça correspond non pas à un accroissement temporaire, mais à l'activité pérenne de la société. Client qui me dit, j'ai un nouveau contrat. Avec un nouveau client, je vais avoir besoin de plus de personnel. Et ce nouveau contrat, ce n'est pas un contrat ponctuel, c'est quelque chose qui a vocation à se pérenniser. Et donc, on ne peut pas recourir au CDD s'il ne s'agit pas d'une tâche occasionnelle vraiment ou d'une commande exceptionnelle ou de travaux urgents. Et là, je dirais qu'en cas de litige, il faudra vraiment pouvoir démontrer qu'on est bien dans cette notion d'augmentation temporaire de l'activité. Alors attention à bien avoir ça en tête parce que c'est typiquement un motif pour lequel il peut y avoir ensuite un litige. Autre possibilité d'avoir recours au CDD, c'est l'emploi saisonnier. Dans notre région, on connaît cette problématique. C'est évidemment tout ce qui concerne, par exemple, les hôtels, cafés, restaurants ou toutes les activités en général qui, ponctuellement, chaque année, à une saison donnée, voient leur chiffre d'affaires augmenter. Alors la saison, elle n'est pas nécessairement la saison estivale. On peut, selon l'activité, avoir chaque année. L'idée, c'est d'avoir cette récurrence chaque année au même moment d'une augmentation d'activité. Et là, on est bien dans cette notion de saisonnalité, avec quand même la particularité qui est d'apprécier la durée de la saison. Client qui me dit, je vais embaucher de février à novembre un salarié en emploi saisonnier, je dirais que la saison, elle est un petit peu trop large pour que ça ne soit pas le sujet d'un litige. Autre cas de recours au CDD, ce sont ce qu'on appelle les emplois d'usage. Il y a un article du Code du travail qui fixe précisément dans quel type d'activité il y a des emplois liés à l'usage habituel dans ce type d'activité. L'hôtellerie-restauration, par exemple, les spectacles, éventuellement l'activité d'assistance technique, d'ingénierie et de recherche à l'étranger, l'activité de prêt de main-d'œuvre pour les associations et les services aux particuliers. Dans ces cas-là, il peut y avoir des emplois d'usage. Attention, tous les emplois dans ce type d'activité ne sont pas nécessairement des emplois à durée déterminée. On peut très bien avoir des emplois d'usage dans l'hôtellerie-restauration, mais avoir des emplois à côté qui sont nécessairement des emplois, on va dire, pérennes. Donc, attention au choix de l'emploi d'usage dans certaines activités qui, là encore, peut donner lieu à des litiges. Enfin, autre type de possibilité de recourir au CDD, c'est tout ce qu'on appelle les CDD liés à la politique de l'emploi. Alors, ça change tous les 2 ans de nom, mais par exemple, les contrats de qualification, les contrats d'adaptation, les emplois solidarité, les emplois jeunes, les contrats initiative emploi. Chaque année, le gouvernement trouve de nouveaux noms, mais derrière tout ça, l'idée est de dire pour inciter à embaucher des personnes, avec notamment des aides sur les charges sociales, on va offrir la possibilité aux employeurs de recourir à des CDD pour des périodes déterminées pour, on va dire, pousser à l'emploi des jeunes ou pousser à l'emploi éventuellement des personnes qui sont au chômage depuis un long moment. Ces emplois sont listés par la loi et il faut que la loi précise expressément les conditions de recours pour les emplois jeunes. Par exemple, c'était jusqu'à 26 ans. Donc, il faut vraiment entrer dans ce cadre-là.
Dernier cas qui a été visé pour les ingénieurs et les cadres, c'est le contrat à objet défini pour une mission précise lorsque une convention de collective le prévoit. Ces contrats ingénieurs et cadres, on les trouve essentiellement dans la branche Syntec pour des missions, on va le voir, jusqu'à 36 mois. C'est, on va dire, ce CDD à objet défini, un usage assez rare puisqu'il concerne vraiment exclusivement les ingénieurs et les cadres avec, on va dire, un encadrement par la loi spécifique et des conditions de durée du CDD particulières puisque c'est de 18 mois jusqu'à 36 mois. Hein. Donc là encore, un cas très spécifique auquel on ne peut pas recourir de manière générale. À côté de ça, il y a des interdictions qui viennent quand même, on va dire, compléter ces cas auxquels on peut avoir recours. C'est l'interdiction, après un licenciement économique, d'avoir recours à un CDD lorsque ce CDD excède 3 mois. Hein. Donc, pour un poste qui a été supprimé, on ne peut pas recourir dans les 6 mois qui suivent le licenciement économique à un CDD sur le même poste si ce CDD dépasse 3 mois, sauf pour les commandes exceptionnelles à l'exportation, mais enfin c'est un cas assez rare. De la même manière, on ne peut avoir recours à un CDD pour remplacer un salarié qui ferait le usage de son droit de grève. Et puis, on ne peut pas non plus avoir recours au CDD pour un certain nombre de travaux dangereux liés notamment au contact d'agents chimiques. Vous avez le Code du travail qui délimite ces travaux dangereux. Et pour avoir recours au CDD dans ce cadre-là, il faut une autorisation du directeur départemental du travail et de l'emploi. Ça se comprend parce qu'on estime que ces travaux dangereux, en réalité, doivent être effectués par des gens qui connaissent parfaitement la société, les modes d'usage, les modes de sécurité, et que dans le cadre d'un CDD, parfois, ça n'est pas le cas. On ne parle pas aujourd'hui de l'obligation renforcée sur les CDD de formation et de sécurité, mais c'est bien cette idée sous-jacente qui interdit théoriquement les travaux dangereux au CDD. Et puis, cadre général qui vient chapeauter, je dirais, toute la législation sur le CDD, c'est qu'on ne peut pas avoir recours à un CDD pour pourvoir à un emploi permanent. Je m'explique, vous pourriez, sur le papier, avoir recours à un CDD pour embaucher des salariés, pour remplacer des salariés absents. Mais néanmoins, si derrière tout ça, il s'agit d'avoir finalement recours à un poste qui, par nature, serait pérenne, eh bien, devant les tribunaux, ce CDD de remplacement pourrait être requalifié en CDI. C'est la jurisprudence Escota ou la jurisprudence sur la Poste qui est rappelée régulièrement. Escota, par exemple, a fait appel à un salarié pour remplacer sur 4 ans plus de 150 salariés. Vous direz qu'à chaque fois, il y a bien un salarié absent qu'on remplace et qu'on est bien dans le cadre d'un recours au CDD, a priori légal sur le papier. Eh bien, les tribunaux estiment que ce recours sur 4 ans à un si grand nombre de CDD correspond finalement derrière tout ça à un emploi pérenne et que l'employeur aurait dû créer un emploi à durée indéterminée pour remplacer ces salariés absents. Alors, dans la pratique, c'est bien sûr assez compliqué. C'est ce qu'avait essayé d'expliquer la société Escota en disant mais c'est pas toujours au même endroit, sur le même bassin géographique et c'est compliqué à chaque fois d'imaginer d'avoir recours à un CDI. Mais c'est pourtant l'idée que donne la jurisprudence sur le sujet. Hein, le recours à un certain nombre de CDD de remplacement n'est pas en lui seul requalificatif pour un CDI, mais est un indice sur finalement l'existence d'un emploi permanent derrière tout ça. Donc à chaque fois, le juge devra vérifier si oui ou non, derrière un cas de recours légal, il n'y a pas finalement un emploi permanent. Donc sur ce sujet, je ne sais pas s'il y a des questions. Deuxième élément qui pose problème pour le choix du CDD, c'est celui de sa durée. La durée du CDD n'est pas extensible, je vous l'ai dit tout à l'heure,
pour un certain nombre de cas. Excusez-moi, maître oui. Laetitia Davignac, vous avez parlé du CDD à l'exportation. Oui. Est-ce que c'est quoi exactement? Alors, c'est quand vous avez des commandes pour l'exportation, par exemple, vous exportez à l'étranger vos commandes et qu'il y a une commande particulière pour l'exportation, ça vous donne droit, on va le voir, à des dérogations en matière de durée et notamment également en matière de licenciement économique. Vous avez licencié des salariés pour motif économique. Théoriquement, sur ces postes-là, vous n'êtes pas censé pouvoir réembaucher en CDD de plus de 3 mois. Mais si vous avez une commande spécifique à l'exportation, la loi vous permet d'embaucher malgré les licenciements économiques sur des postes qui vont permettre de satisfaire à ces commandes à l'exportation. Donc, pour ces commandes à l'exportation, on estime qu'il y a des conditions spécifiques. D'accord, donc en fait, là, si jamais j'ai un marché assez important sur l'export, je peux embaucher en CDD durant la durée de ce marché. Exactement. Alors, durant la durée du marché, on va le voir, il y a quand même des durées maximales à respecter, mais on va le voir que ce n'est pas tout à fait les mêmes pour ces commandes à l'exportation. Voilà. D'accord, merci. Alors, justement, pour rebondir sur cette notion de durée, on va distinguer d'un côté les contrats de date à date. On a un terme précis, on est embauché du 12 mars au 12 juillet 2021. Et cette exigence de terme précis, on va le voir, nous lie à des durées maximales. La durée maximale générale d'un CDD est de 18 mois. Renouvellement compris. Théoriquement, on ne peut pas dépasser 18 mois. Et puis, comme d'habitude, il y a des exceptions en droit du travail et on va voir qu'elle est portée à 24 mois. Premièrement, lorsque le contrat est exécuté à l'étranger. Deuxièmement, en cas de départ définitif d'un salarié précédant la suppression de son poste. Et troisièmement, en cas de commande exceptionnelle à l'exportation. On voit que c'est porté quand même à 24 mois dans ce dernier cas, ce qui est suffisamment important en général pour pouvoir satisfaire à ces commandes à l'exportation. Il s'agit par ailleurs de 36 mois pour les contrats à objet défini pour les cadres ou ingénieurs. Mais en revanche, le contrat, la durée est limitée à 9 mois lorsqu'on attend l'entrée en service effectif d'un salarié qui est embauché en CDI ou pour les travaux urgents liés à des mesures de sécurité. Et enfin, la durée est réduite à 3 mois pour un accroissement temporaire d'activité dans un établissement qui aurait mis en place des licenciements économiques. Donc, au-dessus de 3 mois, ça n'est pas possible. En deçà de 3 mois, c'est possible. Renouvellement, je vous l'ai dit tout à l'heure, la durée totale du contrat ne doit pas dépasser celle qu'on vient d'évoquer, renouvellement compris. Le renouvellement est possible 2 fois. Il faut l'avoir prévu dans le contrat de travail. Le fait de le prévoir au contrat de travail ne vous impose bien évidemment pas de renouveler le contrat. Il s'agit pour les contrats d'intérim également de la possibilité de report du terme de la mission. Là, ce sont des conditions particulières que gèrent vos sociétés d'intérim. Sur les contrats sans terme précis, qui sont un autre cas de CDD, j'embauche un salarié pour remplacer quelqu'un qui est absent pour la durée de son absence. Donc, le terme est imprécis, on ne sait pas exactement quand la personne va revenir. Eh bien, dans ces cas-là, il n'y a pas de durée maximale. En revanche, il y a une durée minimale à prévoir obligatoirement dans le contrat. Cette durée minimale peut être de quelques jours, de quelques semaines et peut aller jusqu'à ce que vous estimez correspondre à l'absence du salarié. Mais en tout cas, c'est une obligation de faire état de cette durée minimale dans le contrat de travail. Lorsqu'il s'agit de remplacer un salarié absent, vous pouvez embaucher un salarié en indiquant que le salarié sera remplacé de date à date. Ça, c'est le cas précédent dont on a parlé. C'est parfois ce que préfèrent certains employeurs parce qu'on va le voir tout à l'heure, un CDD, on ne peut licencier un salarié en CDD que pour faute grave. Donc, embaucher un salarié en CDD en disant qu'il sera embauché sans terme précis jusqu'au retour de salarié, c'est parfois un risque. Si on a un salarié malade pendant 3 ans, ça veut dire qu'on va rester concrètement avec le salarié qui le remplacera pendant 3 ans. Et s'il ne vous correspond pas, s'il n'est pas suffisamment efficace, vous ne pourrez pas le licencier parce qu'il n'y aura pas de faute grave. Donc, parfois, on utilise le contrat de date à date en se disant, c'est pas grave, on renouvellera à chaque arrêt de travail. C'est contraignant, mais ça vous permet d'arrêter le contrat après la première date
stipulé dans le CDD d'origine. Autre possibilité, c'est d'indiquer qu'on embauche le salarié remplaçant pendant la durée du remplacement total. Et là, effectivement, quid du report du terme? Eh bien, à chaque fois que le salarié reportera, par exemple, son arrêt maladie, eh bien, le contrat sera reporté de lui-même puisque vous l'avez embauché, ce salarié en CDD, pour toute la durée d'absence. Quid de la cessation du contrat avant le retour du salarié? Eh bien, vous pouvez rompre le contrat du salarié remplaçant pendant la période minimale fixée au contrat de travail. Mais au-delà de cette période minimale de recours au CDD, au-delà, vous ne pourrez plus le licencier ou vous en séparer. Donc, soyez bien vigilants dans le cadre d'un remplacement de salarié à terme imprécis. Quid en cas de prolongation de l'absence du salarié? Bien, on l'a dit, normalement, le contrat, on va dire, continue. Si votre contrat initial est suffisamment imprécis, je m'explique, j'embauche monsieur X pour remplacer monsieur Y pendant toute la durée de son absence. Donc ça, pas de problème. Mais si j'embauche madame X pour remplacer madame Y pendant la durée de son congé maternité, eh bien, si madame Y est en congé parental après son congé maternité, eh bien, je devrais faire un nouveau contrat de travail à durée déterminée, c'est possible, parce que le premier CDD ne couvrira que l'absence pour arrêt maternité et pas congé parental. Donc, sachez-le, si vous laissez perdurer votre contrat alors qu'il ne visait que le congé maternité, il pourrait être requalifié en CDI. Donc là, c'est une gestion quand même délicate et à vérifier dans le premier contrat. Quid du retour anticipé du salarié? J'ai un salarié qui revient plus tôt que prévu. Si c'est un contrat de date à date, on va dire que le contrat perdurera jusqu'à la fin du terme prévu au contrat. Si c'est un contrat à terme indéfini, eh bien ça, pas de problème. Le contrat prendra fin au retour du salarié. En revanche, si le salarié revient plus tôt alors que vous l'avez embauché jusqu'au 30 juillet et que le salarié revient le 30 juin, là, vous allez être bien embêté parce que vous allez être avec le salarié remplacé qui sera revenu et le salarié remplaçant que vous devrez conserver au sein de vos effectifs. Donc là, c'est assez délicat à gérer là aussi. Donc c'est vraiment au moment de la rédaction du premier contrat qu'il faudra bien vous poser les questions. Est-ce que je préfère un contrat de date à date pour remplacer un salarié, par exemple, ou est-ce que je prends le risque d'un contrat à durée sans date précise avec cette possibilité de me retrouver 3 ans avec le même salarié. Donc, à chaque fois, il faut se poser les bonnes questions au moment de la rédaction du CDD. D'autant que, et on va le voir dans cet autre sujet, la succession de CDD est réglementée par la loi avec la problématique du délai de carence. Un contrat de travail à durée déterminée peut être renouvelé, on l'a vu, 2 fois dans les limites maximales qu'on a évoquées précédemment. Là, je parle d'un autre cas. Mon premier contrat est terminé, je l'ai fait éventuellement se renouveler, mais est-ce que je peux utiliser un nouveau CDD pour succéder au CDD précédent? Nous sommes donc là dans le cadre d'une succession de contrats. Et là, intervient donc la jurisprudence et la loi sur le délai de carence. On va distinguer 2 cas. Une succession de CDD ou d'intérimaires, c'est la même chose, avec des salariés différents. Est-ce que je peux recourir sur un même poste à des salariés différents sans respecter un délai de carence? La loi nous dit que le principe général est non, puisqu'il faut respecter un délai du tiers du temps du premier contrat. J'ai embauché un salarié sur un poste donné pendant 3 mois. Je veux sur ce même poste avoir un autre salarié pendant une certaine durée, eh bien, je dois attendre 1 mois au moins, le tiers de la durée du premier contrat, pour réembaucher sur son poste-là. Et on va le voir, c'est la même chose qu'il s'agisse du même salarié auquel je voudrais avoir recours ou de salariés différents. Donc, c'est très contraignant parce que je dois attendre le délai d'1 mois et dans la plupart des cas, non, on veut continuer d'avoir recours au CDD. Évidemment, il y a des exceptions et ces exceptions sont les suivantes.
Lorsque je remplace un salarié absent, je n'ai pas de délai de carence à respecter. Lorsque j'utilise un CDD pour des travaux urgents pour la sécurité, pas de délai. Un emploi saisonnier ou un emploi d'usage, pas de délai. Une rupture anticipée du salarié ou un refus par le salarié du renouvellement de son contrat, un refus du salarié en CDD, pas de délai à respecter. Mais attention, ça veut dire que je n'ai pas de délai à respecter si mon premier contrat et mon deuxième contrat correspondent bien à ces cas-là. Je m'explique, pour 2 CDD de remplacement qui vont se succéder, je n'ai pas de délai à respecter. Mais si j'ai un salarié qui est embauché pour un remplacement et qu'après j'ai un CDD pour un surcroît d'activité, eh bien, ce ne seront pas des deux côtés un cas d'exception. Donc, je devrais respecter le délai de carence du tiers du temps. Et c'est souvent un cas de litige devant les prud'hommes parce que ce fameux délai de carence n'est pas respecté. Alors ça, on parle de postes identiques. Lorsqu'il s'agit de contrats successifs sur des postes différents, en principe, il n'y a pas de limitation qui est prévue avec des salariés différents. Hein. Ça paraît logique. Et lorsqu'il s'agit, en revanche, de voir se succéder sur des CDD le même salarié, eh bien, sur un même poste, c'est les mêmes, on va dire, principes qu'évoqués précédemment. Délai du tiers-temps à respecter, sauf dans les cas d'exception, remplacement, travaux urgents, etc. En revanche, lorsqu'il s'agit du même salarié sur des postes différents, attention, un poste différent, c'est pas ce que je vais écrire dans le contrat, hein, c'est vraiment la réalité du contrat. Eh bien, il y a cette notion de délai raisonnable. Alors, qu'est-ce que le délai raisonnable? C'est forcément moins que le délai du tiers-temps, hein, puisque c'est inférieur, mais ça sera accepté au cas par cas. J'ai embauché quelqu'un pendant 3 mois, je veux sur un nouveau poste le reprendre en CDD, je n'aurai pas le délai d'1 mois à respecter, mais peut-être une semaine sera considérée comme un délai raisonnable. Il y a des exceptions lorsqu'il s'agit de remplacer des salariés absents, les emplois saisonniers ou les emplois d'usage. Bien évidemment, ce sont les mêmes exceptions et les mêmes principes qu'évoqués précédemment. Donc, vraiment, les cas de renouvellement et les cas de succession de CDD sont à gérer avec précaution et à chaque fois en se posant les bonnes questions, sachant que, évidemment, la question du litige se posera le jour où le salarié verra son contrat non renouvelé et arrivé à échéance, hein, parce que parfois, on l'a vu, hein, je vous parlais de la jurisprudence et SCOTA, la personne embauchée pendant 4 ans, eh bien, à la fin des 4 ans, ne voit pas son contrat renouvelé et c'est là que le litige se pose parce qu'il viendra gratter tous les points que vous n'aurez pas respectés qui seront finalement des motifs de requalification en CDI. Attention également depuis la loi travail au droit à reconduction des contrats saisonniers. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup, on va dire, d'abus, je dirais, d'un certain nombre d'employeurs dans un certain nombre d'activités, et je pense notamment au HCR, des salariés en contrat saisonnier qui se voyaient embauchés pour toute la saison, par exemple des hôtels ou des restaurants qui n'ouvrent qu'à la saison, qui embauchaient depuis 30 ans des personnes sur toute la durée de la saison, et puis qui au bout de 30 ans, parce que la personne ne correspond plus à ce qu'on cherche, eh bien, elle leur dit, non, votre emploi saisonnier ne sera pas renouvelé l'année prochaine, c'est juste un CDD. Ça paraît quand même, hein, je suis quand même conseil d'employeur, mais quand même sur le papier, ça paraît extrêmement difficile pour un salarié parce qu'il se voit sans préavis remercié, sans indemnité de licenciement. On lui dit c'est un emploi saisonnier, il n'y a même pas de prime de précarité au bout de 30 ans, alors qu'il a travaillé depuis 30 ans pendant toute l'ouverture du restaurant ou de l'hôtel. Là, en l'occurrence, j'ai un dossier auquel je pense comme ça qu'on a perdu parce qu'il y a eu requalification en CDI. Mais la loi est intervenue pour dire quoi? Dans un certain nombre de secteurs que vous retrouverez dans le document que Solène vous fera passer, eh bien, si un salarié, si c'est prévu dans la convention collective et si ça n'est pas prévu dans la convention collective, dans les domaines qui sont listés, tourisme social, remontée mécanique, HCR, transport routier, etc., si la personne a effectué au moins 2 mêmes saisons, saison d'hiver ou saison d'été, même c'est ça que ça veut dire, dans l'entreprise sur 2 années
consécutives, l'employeur qui a un poste identique à lui fournir devra lui proposer la saison d'après. C'est extrêmement important parce que dans vos secteurs, attention désormais, si votre salarié a effectué au moins 2 saisons sur 2 années consécutives, vous serez lié par cela, notamment pour lui proposer, mais également, dit la loi, pour le calcul de l'ancienneté du salarié. Ça veut dire que si vous ne lui proposez pas cette reconduction, vous pourrez être condamné à des dommages et intérêts, voire éventuellement à une requalification du CDD en CDI. Donc, soyez bien vigilants là aussi lorsque vous faites appel à des saisonniers et que vous êtes dans cette liste d'activités particulières à ce droit à reconduction. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions sur le sujet, mais en tout cas, c'est extrêmement délicat. Et là, aujourd'hui, surtout avec cette problématique qui se lie au Covid, parce qu'on a des postes disponibles, pas disponibles, je sais que c'est très compliqué en ce moment de commencer à rédiger des contrats saisonniers. On en parlera tout à l'heure, mais moi, je mets des clauses suspensives qui sont liées, par exemple, au déconfinement le week-end ou à la reprise d'activité pour les hôtels, cafés, restaurants. Mais vraiment, c'est délicat à gérer dans la rédaction des clauses. C'est d'autant plus délicat qu'on va le voir, 4e thème du CDD, qui a des mentions écrites obligatoires dans le CDD, mentions qui, si elles n'apparaissent pas dans le contrat, entraînent la requalification automatique du CDD en CDI. C'est extrêmement contraignant. Bien évidemment, première mention, l'objet du recours au CDD. Je l'ai dit tout à l'heure, on ne peut pas avoir recours au CDD en dehors des cas limitativement prévus par la loi. Si vous n'indiquez pas ce recours, ce motif de recours dans le contrat, même si vous avez bien un motif de recours, eh bien le contrat sera requalifié. Donc, c'est extrêmement pénalisant, bien évidemment. Vous devez préciser également que vous faites appel à une période d'essai à mentionner dans le contrat. La période d'essai, elle est plus courte, évidemment, pour les CDD. 1 jour par semaine dans la limite de 2 semaines, et puis 1 mois au-delà de 6 mois de CDD. Et là, la période d'essai doit être obligatoirement prévue. Alors, les conséquences n'est pas la requalification du CDD en CDI, mais la conséquence, c'est que vous ne pourrez pas vous servir d'une période d'essai. Vous devez également prévoir, lorsqu'il s'agit de recourir à un salarié absent, pour remplacer un salarié absent, vous devez prévoir le nom du salarié remplacé, sa qualification et son poste. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de vérifier que le salarié qui remplacera le salarié absent a bien la même qualification et sera bien payé au même salaire. Alors, vous pouvez très bien imaginer que vous faites appel à un salarié en cas de remplacement que sur une partie des tâches. Mais dans ces cas-là, précisez-le, ça permettra d'expliquer pourquoi éventuellement le coefficient n'est pas pareil ou pourquoi éventuellement le salaire n'est pas identique. L'omission d'une de ces mentions obligatoires, on va le voir, c'est la requalification du CDD en CDI. Les cas de requalification, eh bien, c'est si je n'ai pas un motif de recours qui est listé par la loi, requalification du CDD en CDI. Si je remplace un salarié gréviste, requalification du CDD en CDI. Idem pour les travaux dangereux. Si je vais au-delà du terme ou de la durée de renouvellement de mon contrat à durée déterminée, requalification du CDD en CDI. Lorsque je ne respecte pas les cas de renouvellement, les délais de carence, requalification, poursuite de la relation contractuelle à l'échéance du terme, requalification. Et évidemment, vous allez le voir, la requalification a un effet domino en chaîne sur les sommes que peuvent vous réclamer les salariés. Première indemnité pour requalification du CDD en CDI. Si je ne satisfais pas au cas de recours, c'est 1 mois de dommages et intérêts. Ça n'est pas appréciable par le juge, c'est 1 mois fixé par la loi. Éventuellement 1 mois pour non-respect de la procédure de licenciement. Quoiqu'aujourd'hui, les ordonnances Macron nous disent que ça n'est pas cumulable avec les dommages et intérêts. Également, préavis à donner. Mon contrat de travail a pris fin parce que c'est la fin du CDD. Le salarié va au prud'homme faire requalifier son contrat. Il a le droit à un préavis. Indemnité légale ou conventionnelle de licenciement si le salarié a plus de 8 mois d'ancienneté.
Des dommages et intérêts. Alors, bien sûr, là, c'est le barème Macron les barèmes qui vont s'appliquer. Donc, c'est un petit peu plus encadré, mais c'est quand même pas négligeable. Et si le salarié a déjà reçu sa prime de précarité, eh bien, il aura le droit néanmoins de la conserver. Vous ne pourrez pas la déduire du solde de tout compte ou des condamnations du tribunal. Alors, vous l'aurez compris, le recours au CDD est extrêmement délicat. Ça n'est pas toujours la bonne solution. Souvent, on me dit, ça va me permettre d'apprécier les compétences d'un salarié plus longuement lorsque je vais le passer en CDI. Ça n'est pas toujours la bonne analyse, sachant que lorsque le salarié passera en CDI, de toute façon, il n'y aura pas de période d'essai si c'est sur le même poste, puisque la durée du CDD sera soustraite de la période d'essai du CDI. Je ne peux licencier un salarié en CDD que pour faute grave ou cas de force majeure, assez compliqué. Et puis, tout ce que je vous ai indiqué sur l'encadrement du CDD fait que c'est on va dire, un contrat difficile à manier en termes de clauses. Donc, soyez vigilants lorsque vous voulez recourir au CDD. Est-ce que vous avez des questions sur cette problématique? Non? Alors, on va continuer. On continue sur les clauses du contrat de travail, je dirais là, qui s'appliquent de manière générale à tous les contrats, qu'il s'agisse d'un CDD ou d'un CDI. La problématique première qui se pose, c'est celle de l'existence même d'un contrat de travail. J'ai un certain nombre de clients qui font appel souvent à des auto-entrepreneurs ou à des EURL avec un seul salarié, enfin un seul intervenant qui est le dirigeant. Et puis, en réalité, quand on regarde de plus près, eh bien, il s'agit d'un contrat de travail avec la possibilité pour l'auto-entrepreneur notamment de saisir le Conseil des prud'hommes pour demander la requalification parce que ça n'est pas parce que vous aurez mis en place un contrat de sous-traitance avec un beau cadre que eh bien, la requalification ne sera pas possible puisque les juges ont la possibilité au prud'homme de requalifier la relation de travail. C'est le cas d'un certain nombre de jurisprudences qui ont été rendues dans le modèle économique des Uber Eats, Deliveroo et autres contrats d'auto-entrepreneurs qui nous livrent nos repas à l'heure du déjeuner. La Cour de cassation a estimé, en reprenant les éléments essentiels du contrat de travail, que dans ce cadre-là, il y avait évidemment l'exécution d'un contrat de travail, il y avait le paiement d'une rémunération, mais surtout, l'élément essentiel, c'est le lien de subordination. Et en l'occurrence, dans la décision à laquelle je pense qui date de 2018, le lien de subordination était caractérisé par la surveillance de l'auto-entrepreneur. Là, en l'occurrence, les livreurs étaient surveillés par un système de géolocalisation. La sanction qui était donnée. Si les livreurs ne satisfaisaient pas un certain nombre de livraisons dans la journée, ils voyaient leur rémunération réduite. Donc, qui dit surveillance et qui dit sanction, dit pouvoir de direction et lien de subordination. Et tous ces contrats ont été requalifiés en contrats de travail. Et c'est la même chose dans les contrats de sous-traitance. Si vous avez des contrats de sous-traitance avec un faisceau d'indices qui montre qu'en réalité, eh bien, votre sous-traitant est sous votre pouvoir et lien et pouvoir de direction, eh bien, il peut y avoir une requalification. Je pense à un dossier dans lequel mon client interdisait à l'auto-entrepreneur de fixer ses jours d'absence et de prendre, entre guillemets, des jours de congé sans son autorisation. La Cour d'appel a dit, mais c'est typiquement les agissements d'un employeur. Donc là encore, soyez vigilants lorsque vous avez des contrats de sous-traitance à faire en sorte que ces contrats ne soient pas requalifiables. Je pense au mode de facturation qui ne doit pas être un mode de facturation horaire, mais bien un mode de facturation à la mission, à l'absence on va dire, sanctions disciplinaires. Hein, vous pouvez évidemment contrôler ce que fait votre sous-traitant, mais il ne faut pas que ça soit dans le cadre d'un lien de subordination. Deuxième problématique qui se pose, c'est quand est-ce que le contrat de travail existe? Je suis dans la relation de travail, je vais faire un courrier
à un futur salarié, à un candidat, est-ce que ce courrier va m'engager? Je sais qu'au niveau des RH, il y a toujours cette problématique parce que parfois ce sont les directeurs opérationnels qui vont envoyer ces courriers ou ces mails aux candidats et vous allez voir qu'un certain nombre de courriels peuvent lier définitivement l'entreprise puisque la promesse d'embauche qui se distingue des simples pourparlers est celle qui existe lorsque vous avez l'emploi qui est fixé, le salaire qui est fixé, le début du contrat de travail qui est fixé, bien évidemment, éventuellement les horaires. Et lorsque vous envoyez à un candidat un courrier dans lequel vous lui faites une proposition mentionnant ces éléments qui sont les éléments déterminants du contrat de travail, la Cour de cassation estime qu'il y a une proposition, une promesse d'embauche matérialisée. Donc, soyez bien vigilants à ça parce que vous allez vous retrouver coincé, je dirais, éventuellement avec une promesse d'embauche alors que vous pensiez être dans le cadre de simples pourparlers. La Cour de cassation récemment, en 2017, a fait une distinction entre la promesse d'embauche et l'offre d'embauche. Une offre d'embauche, c'est celle dans laquelle on écrit au candidat qu'on attend son retour pour que la relation soit matérialisée. Ça a une conséquence un petit peu différente par rapport à la promesse d'embauche qui lie unilatéralement l'employeur sans même la réponse du candidat. C'est que tant que le candidat n'a pas répondu à cette offre d'embauche, vous pouvez revenir sur cette offre-là. Alors parfois, ça se joue à quelques jours. Là, en l'occurrence, l'employeur était revenu sur son offre d'embauche avant que le candidat n'ait accepté l'offre et la Cour de cassation a dit que c'était possible puisque c'était une simple offre d'embauche. Donc, que faire de manière pratique si vous vous dites mince, je ne veux pas respecter ma promesse d'embauche? On s'est posé la question avec le Covid il y a un an, mes clients qui me disaient mince, j'ai fait une promesse d'embauche et là aujourd'hui, je vais me retrouver avec des salariés alors que je ne peux plus exercer ou que je vais être en activité partielle. Malheureusement, la réponse était de dire vous ne pouvez pas vous délier de votre promesse d'embauche. Heureusement, le gouvernement est venu nous dire que les personnes pouvaient passer directement en activité partielle. Mais en tous les cas, en dehors même de cette possibilité de faire passer les salariés en activité partielle, si vous vouliez vous en délier, ça ne serait pas possible et ce serait, on va dire, soumis à des dommages et intérêts que les tribunaux pourraient vous infliger. Je vous engage dans ces cas-là, si vous vous dites finalement ce n'est pas le bon choix, à faire commencer le salarié et s'il y a une période d'essai qui est dans le contrat, à rompre la période d'essai. C'est plus efficace. Donc, ne rompez pas une promesse d'embauche, commencez à faire exécuter le contrat et rompez l'essai. Ce qui nous amène maintenant, troisième cas, à parler de cette fameuse période d'essai. Période d'essai. Oui. Excusez-moi, pardon de vous couper. On a juste une question dans le chat. Je ne sais pas si la personne qui a posé la question souhaite prendre la parole. Bonjour, concernant le salarié en CDD de remplacement, il doit être traité à salaire égal du salaire contractuel du salarié remplacé? Alors, sur le papier, oui, c'est bien pour ça que normalement, dans le contrat, on doit bien mentionner le nom du salarié remplacé et son coefficient. Néanmoins, on peut moduler quand même le salaire sur la base d'un certain nombre d'éléments. S'il ne remplace pas en totalité le salarié absent, ça peut être un motif de modulation du salaire. Si la personne a des diplômes complémentaires, une expérience complémentaire par rapport au salarié remplacé, ça pourra être un élément objectif permettant de le traiter différemment, soit en le payant plus, soit en le payant moins s'il a moins d'expérience ou moins de diplômes. Donc, il faut que cette différence de traitement, comme la différence de traitement en général entre salariés, soit fondée sur des éléments objectifs. D'accord, parce que la question qui suivait, c'était ça. Autrement dit, s'il y a eu évolution, notamment liée à l'ancienneté, doit-on appliquer le salaire contractuel initial ou le salaire actuel comprenant les évolutions? Mais vous avez répondu. Alors oui, et alors attention, si l'ancienneté est traitée par une prime d'ancienneté, vous ne pourrez pas traiter différemment les salariés parce que c'est la prime d'ancienneté qui fera la différence. En revanche, si votre convention collective ne prévoit pas de prime d'ancienneté, là, vous pourrez traiter différemment dans le salaire de base les deux personnes puisque l'ancienneté ne sera pas matérialisée par cette prime d'ancienneté. Donc, attention à ça.
Oui, pardon, excusez-moi, je prends la parole puisque c'est moi qui ai posé la question. Merci de votre réponse. Simplement, là, en l'occurrence, l'ancienneté dans notre convention collective, elle permet aux salariés de progresser dans son indice chaque année. Donc, en l'occurrence, on a souvent un décalage entre le contrat initial et le salaire actualisé, puisque de facto, chaque année, l'indice des salariés progresse au rythme conventionnel prévu. Alors, c'est bon dans ce cas-là, je vous interromps, mais là, on est bon, effectivement. Ça, il y a la logique de votre convention collective qui permettra de vous rattacher à cet élément objectif sur l'ancienneté dans les fonctions. Donc ça, oui, il n'y a pas de problème. Donc, application du salaire contractuel initial. Oui, alors du salaire contractuel initial, sans problème. Oui, oui, tout à fait. Merci beaucoup. Ouais. Alors voilà, période d'essai, effectivement, l'élément essentiel étant qu'elle doit bien évidemment être prévue dans le contrat, ça semble logique, mais un contrat signé. J'ai un certain nombre de clients qui ont fait signer leur contrat, mais pas au début de la relation de travail, mais 15 jours, 3 semaines, 1 mois après. Ben, c'est trop tard malheureusement, parce que du coup, la période d'essai n'ayant pas été prévue dès le début de l'embauche, n'ayant pas été en tout cas contractualisé, vous ne pourrez plus invoquer cette période d'essai. Donc, soyez bien vigilants en faisant signer vos contrats prévoyant la durée de la période d'essai dès l'embauche. Ça, c'est important, y compris pour les CDD, bien sûr, de bien avoir en main les contrats signés. Je sais que c'est parfois compliqué de les récupérer quand on se les a envoyés par mail et surtout en ce moment, mais faites-le en tout cas en ayant à tout le moins une copie signée qui vous est envoyée par mail. Alors, les durées maximales légales, vous les connaissez, 2 mois ouvriers employés, 3 mois maîtrise technicien, 4 mois pour les cadres. La question qui se pose, et je vous ai fait un petit récapitulatif ici, c'est celle de la combinaison entre les durées légales et les durées conventionnelles, puisque ces durées légales ont changé en 2008 et que certaines conventions collectives n'ont pas évolué. Alors, pour des dispositions conventionnelles donc, qui auraient été conclues depuis le 26 juin 2008, si ce sont des durées plus courtes, elles sont applicables, durée plus courte dans votre convention collective, durée plus longue inapplicable, durée plus longue que la loi. Si ce sont des dispositions conventionnelles conclues avant le 26 juin, les durées plus courtes sont inapplicables, donc ce sont les durées légales que vous pouvez appliquer. Les durées plus longues sont applicables en revanche, bien sûr. Et en revanche, ce qui est prévu au contrat de travail, durée plus courte applicable, durée plus longue inapplicable. Soyez vigilants en matière de période d'essai, donc bien sûr en matérialisant dans votre contrat l'essai, en prévoyant son renouvellement. Et quant au renouvellement, soyez extrêmement vigilants. On a perdu un dossier à la Cour de cassation là-dessus, mais malheureusement, on le savait, on n'a pas fait un revirement de jurisprudence. Lorsqu'on renouvelle l'essai, il faut le renouveler avant la fin de la première période, ça évidemment pas de problème, mais surtout, il faut que le salarié ait signé un document sur lequel il écrit lu et approuvé pour le renouvellement de l'essai. Ce n'est pas juste une information. Donc, soyez vigilants parce que là, dans mon dossier, le salarié avait signé le document avec écrit « reçu-le », mais il n'avait pas écrit « lu et approuvé ». Et donc, on nous a dit que notre renouvellement de l'essai n'était pas valable et que du coup, la rupture du contrat de travail pendant la période de renouvellement était assimilable à un licenciement sans cause. Autre problématique, lorsque vous voulez mettre fin à la période d'essai, vous avez un délai de prévenance, 24 heures, 48 heures, voire 1 mois selon la durée de l'essai qui s'est déjà écoulée. Ce respect de délai de prévenance ne doit pas vous amener à dépasser la durée de la période d'essai. Si c'était le cas, quelques jours avant la fin de la période d'essai, vous réalisez que vous ne voulez pas conserver le salarié, vous rompez la période d'essai avec effet au plus tard à la fin de cette période et vous paierez une indemnité équivalente au délai de prévenance au salarié sans qu'il ne continue à mettre les pieds dans la société au-delà de la période d'essai parce que sinon le contrat perdurerait et la période d'essai serait dépassée. Donc là, soyez bien vigilants. 1, au moment où vous voulez renouveler l'essai et à la façon dont vous le ferez. Et 2, au moment où vous mettrez fin à la période d'essai en ne faisant pas en ne faisant pas effectuer le délai de prévenance si ça entraîne le dépassement de la période d'essai. Donc ça, c'est extrêmement
important. Autre problématique, c'est la rupture de la période d'essai qui serait jugée, on va dire, abusive, déloyale. Par exemple, vous avez un salarié qui se met en arrêt maladie au bout de 15 jours. Mon client me dit, ah non, mais celui-là, regardez, il est déjà en arrêt maladie au bout de 15 jours, j'en veux plus, c'est n'importe quoi. Je dirais, et je le dis toujours à mes clients, attendez son retour pour rompre l'essai parce que de toute façon, la période d'essai est suspendue par l'absence du salarié. Donc, elle ne continue pas à s'écouler, les jours ne continuent pas à s'écouler. Attendez son retour parce que il pourrait être jugé que la fin de la période d'essai serait liée à la maladie du salarié et dans ces cas-là, elle serait jugée déloyale avec des dommages et intérêts. Hein, donc, je suis toujours vigilante au moment où met fin à l'essai. Si c'est pendant un arrêt maladie, ça n'est pas possible. Attention aussi avec les salariés qui sont protégés. Vous ne pouvez pas rompre la période d'essai d'un salarié protégé sans autorisation de l'inspection du travail. Alors, vous vous dites, bon, bah, ça n'arrive pas souvent, hein, le salarié, il n'avait pas l'ancienneté pour être élu, mais vous pouvez très bien avoir un salarié protégé parce qu'il est conseiller du salarié ou conseiller prud'homme. Et dans ces cas-là, si vous le savez, ne rompez pas l'essai sans autorisation de l'inspection du travail. C'est une autorisation simple à obtenir. Les clauses sur l'exécution du contrat de travail, le lieu de travail, problématique de la clause de mobilité. Si vous avez un contrat de travail qui indique le lieu de travail sans autre précision, le lieu de travail sera un lieu indicatif. Surtout, ne vous liez pas les mains en indiquant que le salarié travaillera exclusivement à tel endroit, hein, bien sûr. Si c'est juste une indication, mais que vous n'avez pas de clause de mobilité, vous ne pourrez modifier le lieu de travail de votre salarié que dans un secteur géographique donné. Ce secteur géographique s'apprécie de manière objective par rapport au lieu précédent du travail et par rapport à un certain nombre de kilométrages, par rapport à l'existence ou pas de transport en commun. Et dans notre département, par exemple, ont pu être jugés faisant partie du même secteur géographique d'emploi, Carrosse et Nice, Nice et la Colle-sur-Loup, mais en revanche, Menton et Cannes ne font pas partie d'un même secteur géographique. Donc là encore, c'est au cas par cas, de manière objective, qu'il faudra apprécier cette notion de bassin géographique d'emploi. Si on fait bien partie d'un même bassin géographique d'emploi et qu'on demande aux salariés, avec un certain délai de prévenance, bien sûr, d'aller travailler dans ce secteur, le refus du salarié peut être assimilé à une faute, voire à une faute grave, et vous pourrez licencier votre salarié pour ne pas avoir accepté cette modification du lieu de travail. Bien évidemment, vous pouvez avoir prévu à votre contrat une clause de mobilité. Et cette clause de mobilité, pour un certain nombre d'emplois, est même, je dirais, nécessaire parce que de par l'activité d'un salarié, je pense au secteur de la sécurité, de la prévention, au secteur de la restauration collective ou d'autres secteurs encore, ou une société qui aurait plusieurs établissements. Et ça fait par essence partie des fonctions du salarié de pouvoir travailler dans un certain nombre d'établissements. Et donc, il faut prévoir cette clause de mobilité géographique, évidemment dans le contrat de travail, elle doit être précise, elle doit délimiter précisément la zone géographique, mais cette zone géographique, selon le contrat du salarié, peut être assez large. La Cour de cassation a dit que le territoire français métropolitain était suffisamment précis pour une clause de mobilité géographique. En revanche, écrire que le salarié pourra être amené à travailler dans tous les lieux où une entreprise aura dans le futur des établissements, ça n'est pas possible. Pourquoi? Parce que le salarié, au moment où il est engagé ou au moment où il signe cette clause, ne sait pas à l'avance quelle sera la limite géographique puisque les établissements pourront être, on va dire, ouverts dans un certain nombre de secteurs sur le territoire français, métropolitain ou autre d'ailleurs. Donc, il faut vraiment une clause suffisamment précise. Sachez que la mobilité géographique n'est pas une mobilité juridique. Vous ne pourrez pas demander à un salarié au sein de votre groupe de travail, alors qu'il est embauché pour travailler dans la société A, d'aller travailler pour la société B dans le cadre de cette clause de mobilité. C'est vraiment une mobilité géographique exclusivement et pas juridique, puisqu'il y aurait un changement d'employeur. Évidemment, la Cour de cassation regarde que ce soit, on va dire, proportionnel aux fonctions du salarié.
Il ne faut pas que ça soit évidemment à la discrétion de l'employeur qui pourrait, on va dire, ouvrir le secteur géographique. Et puis, dans la mise en œuvre de la clause de mobilité, même si votre clause de mobilité satisfait aux conditions qui sont prévues par la loi, délai de prévenance à respecter. Hein. On ne peut pas dire du jour au lendemain à quelqu'un qui habiterait la région niçoise d'aller travailler dans l'Est de la France, à Strasbourg, s'il a une famille et qu'il doit s'organiser. Donc, on apprécie au cas par cas par rapport à la distance, par rapport à la vie de son salarié, s'il a des enfants, attendre évidemment et attendre éventuellement la rentrée scolaire ou accompagner éventuellement son salarié dans le cadre de cette mobilité. Les salariés protégés, bien évidemment, il faut leur accord parce qu'un salarié protégé ne peut pas voir son contrat de travail modifié, même avec une clause de mobilité, ça il faut le savoir. Et puis, le salarié, il faut un intérêt légitime de la société. Hein, j'ai parfois des clients qui me disent, bon, bah, celui-là, on veut vraiment s'en débarrasser, on a une clause de mobilité, on va aller envoyer à l'autre bout de la France, il va refuser, du coup, on va le licencier. Eh bien, il faut pouvoir prouver l'intérêt légitime de l'employeur à envoyer son salarié justement à l'autre bout de la France. Bah, ça peut être l'intérêt légitime. J'ai un responsable régional commercial que je n'ai plus dans l'Est de la France. J'ai quelqu'un à Nice qui est suffisamment compétent avec de l'expérience. Je veux l'envoyer sur ce secteur parce qu'il faut, on va dire, quelqu'un d'expérience là-bas. J'ai un motif légitime. Si j'en ai pas, la Cour de cassation aura tendance à dire qu'il y aura déloyauté. Voilà pour les clauses de mobilité. Pour le télétravail, vous le savez, c'est un sujet d'actualité. La définition du télétravailleur, bon, c'est celui qui ne travaille pas dans les locaux de l'entreprise, mais il peut travailler tant à domicile que dans un espace de coworking. Il faut avoir mis en place un accord collectif où on veut éventuellement une charte unilatérale pour régler les conditions du télétravail. C'est le principe du volontariat qui s'implique. Bien évidemment, je ne parle pas de l'exception liée à des crises sanitaires qui est prévue dans le Code du travail. On peut imposer le télétravail à ses salariés en période de crise. Hein, on le sait évidemment avec le Covid. Modalité du contrôle du temps de travail à mettre en place dans vos accords. Les plages pendant lesquelles les salariés peuvent être joignables. Évidemment, la rémunération est la même pour les salariés en télétravail que pour les salariés qui travaillent sur place. Vous pouvez néanmoins donner des primes pendant la période de Covid. On en a parlé l'année précédente, des primes PEPA pour les salariés qui sont sur place par rapport à ceux en télétravail, puisque certains prennent plus de risques que d'autres. Possibilité de rembourser des frais forfaitaires de télétravail à ses salariés, avec, vous le voyez à l'écran, des frais qui sont acceptés sans charge sociale par l'URSSAF, avec 10 € par mois pour un jour de télétravail, 20 pour deux, etc. Il y a un barème URSSAF qui est accepté. Pas d'indemnité d'occupation de télétravail si vous avez des locaux qui permettent de recevoir le salarié et que ce dernier veut télétravailler. Et la question s'est posée pour le Covid, est-ce que j'ai cette indemnité d'occupation à verser? Parce que ce n'est pas le salarié qui souhaite télétravailler, mais ce n'est pas vraiment l'employeur non plus, puisque ça lui est imposé par le protocole sanitaire. Au départ, le ministère du Travail avait indiqué qu'il fallait verser cette indemnité d'occupation. Ils ont fait marche arrière, car c'est contraire à la jurisprudence. Pas d'indemnité d'occupation à verser pour les télétravailleurs dans le cadre du Covid. Pour les tickets restaurants, le ministère du Travail a mis sur son site l'obligation de verser aux télétravailleurs des tickets restaurants. C'est vrai que c'est un litige qu'on voit apparaître en ce moment devant les tribunaux. Certains employeurs ont résisté en estimant que les tickets restaurants étaient dus pour ceux qui ne pouvaient pas rentrer chez eux pour déjeuner et que donc, du fait d'être en télétravail, ils ne devaient pas bénéficier de ces tickets restaurants. Si c'est dans le cadre du Covid, je pense qu'il faut appliquer le versement éventuellement des tickets restaurants parce que le salarié se le voit imposer. En revanche, si c'est dans le cadre du volontariat, les tribunaux commencent à dire que les tickets restaurants n'auraient pas à être versés aux télétravailleurs volontaires. Donc ça, c'est important de le souligner.
Problématique maintenant de rémunération, ce sont les clauses liées aux objectifs. Vous versez à vos salariés un salaire fixe, mais également possiblement un salaire variable qui est en fonction d'objectifs. Vous ne pouvez pas modifier l'assiette du salaire variable, la façon de calculer le salaire variable, un pourcentage, etc. Mais en revanche, ce que vous pouvez faire évoluer, si vous le prévoyez dès le début au contrat, ce sont les objectifs. Vous pouvez prévoir dans votre contrat de travail que chaque année, les objectifs seront fixés contractuellement entre l'employeur et le salarié. Mais c'est assez contraignant parce que ça suppose l'accord du salarié. Or, on peut imaginer que au début de votre activité, les objectifs soient à un certain niveau et qu'avec on va dire, la performance de votre entreprise et son évolution, ces objectifs n'aient plus aucun sens dans les années qui suivent. Et que du coup, le salarié va bénéficier d'un variable alors qu'il atteint nécessairement des objectifs finalement assez bas. Donc, ce qui est possible de faire et ce que je recommande, c'est de fixer dans la clause du contrat de travail la possibilité qui a été acceptée par la Cour de cassation 15 mars 2017, de préciser que les objectifs seront fixés unilatéralement chaque année par l'employeur et donc vous les ferez évoluer en fonction de l'évolution de votre structure. Bien évidemment, ces objectifs doivent être atteignables. On ne peut pas du jour au lendemain fixer des objectifs inatteignables et surtout fixer en début de période puisque si vous avez des objectifs annuels, vous ne pouvez pas les fixer aux salariés à la mi-juin. Ça ne serait pas loyal. Mais en tout cas, précisez bien dans votre contrat la possibilité de faire évoluer ces objectifs parce que s'ils sont contractuels, vous serez lié par, on va dire, l'accord du salarié. Problématique des clauses sur les véhicules de fonction, intérêt de bien rappeler les obligations d'un salarié, entretien, assurance, accident, permis de conduire et possibilité aussi de suspendre le bénéfice du véhicule de fonction lorsque le salarié est absent depuis une certaine durée. Si c'est prévu au contrat que, par exemple, un salarié malade au bout de 6 mois doit rendre son véhicule de fonction, c'est possible, nous dit la Cour de cassation, mais il faut que ça soit prévu au contrat de travail. Alors, évidemment, ça, c'est à prévoir et dans le contrat, et éventuellement dans une charte liée au parc automobile qu'on met en place, évidemment, au sein des structures qui ont un certain nombre de véhicules automobiles. Temps de travail, je vais revenir, on n'a pas le temps de tout voir, mais sur le forfait annuel en jours. Vous avez, c'est un sujet important pour les cadres autonomes. On signe des conventions individuelles de forfait annuel en jours pour les cadres autonomes pour qu'ils ne soient pas soumis au temps de travail, que vous n'ayez pas à payer des heures supplémentaires, mais ça suppose un certain nombre de conditions qui ont été fixées et par la loi et par la jurisprudence au regard d'un certain nombre d'abus. Première condition, vous ne pouvez mettre en place un forfait jour dans votre entreprise que si votre convention collective le permet ou si un accord d'entreprise a été mis en place dans votre société. La problématique qui se pose, c'est qu'un certain nombre de conventions collectives ont été annulées, jugeant que les conditions de garantie des salariés, par exemple un entretien annuel ou le respect de 11 heures de repos entre 2 jours de travail où le respect du repos hebdomadaire n'était pas suffisamment garanti dans les conventions collectives ou dans les accords d'entreprise. Et donc, ces accords, ces conventions collectives ont été annulés avec un risque extrêmement fort en matière de rappel de salaire. C'est que si vous aviez signé une convention de forfait avec vos salariés, eh bien, vos conventions de forfait étaient nulles et les salariés pouvaient réclamer 3 ans d'arriérés d'heures supplémentaires puisque le forfait jour était nul. Heureusement, la loi El Khomri est venue modifier cette problématique en disant que si votre convention collective n'est pas suffisamment, ne garantit pas suffisamment les intérêts de vos salariés et a été éventuellement annulée, eh bien, de manière unilatérale, l'employeur pourra mettre en place, non pas par accord collectif, mais de manière unilatérale, les garanties qui manquent à la convention collective en indiquant notamment la mise en conformité en précisant la mise en place d'une charte sur la déconnexion, droit à la déconnexion des salariés. 2, la mise en place d'un entretien annuel sur la charge de travail.
3, la mise en place d'un décompte des jours ou demi-journées pris par le salarié, ce que certains appellent les RTT, mais en fait, ce sont des jours de repos cadre. Et également, la mise en place de moyens d'alerte pour bien contrôler que les salariés au forfait jour ont 11 heures de repos entre 2 jours de travail et 35 heures de repos hebdomadaire. Donc, ça vous facilite aujourd'hui la tâche pour ceux qui n'ont pas une convention collective qui satisfait aux obligations légales. Et vous aurez à mettre dans votre contrat de travail l'ensemble de ces garanties. Bien sûr, qui dit contrat de travail doit aussi dire réalité. J'ai un certain nombre de clients à qui on avait fait des contrats avec tout ce qu'il faut, et notamment la mention de l'entretien annuel, mais ils n'ont jamais mis en place cet entretien annuel sur la charge de travail des personnes en forfait jour. Ben, malheureusement, le risque, c'est la requalification, parce que ce qu'on met dans un contrat de travail doit être suivi en réalité. Donc, si l'entretien n'existe pas chaque année, eh bien, ce risque de requalification et d'annulation du forfait jour. Je ne sais pas si vous avez des questions sur le sujet. En tout cas, c'est un risque assez explosif en termes de rappel d'heures supplémentaires. En ce qui concerne, je dirais, le RGPD, une petite mention, mais sans entrer dans les clauses, c'est que le RGPD, vous le savez, mis en place depuis le mois de mai 2018, impose à l'employeur qui détient des données personnelles de particuliers, donc évidemment celles de ses salariés, de mettre en place un audit RGPD avec un certain nombre de documents techniques à remettre à ses salariés. Évidemment, ça a un intérêt pour l'entreprise en cas de contrôle de la CNIL et parce que vous risquez une pénalité pouvant aller jusqu'à 4% de votre chiffre d'affaires, mais ça a un intérêt en matière de contrôle des salariés, parce que si vous n'avez pas mis en place votre audit RGPD, eh bien, tout ce qui est contrôle lié aux caméras de vidéosurveillance, à la mise en place d'une pointeuse ou encore de géolocalisation, eh bien, vous ne pourrez pas invoquer ces moyens de preuve si vous n'avez pas mis en place votre audit RGPD et mis en annexe de votre contrat de travail les mentions légales d'information sur la vidéoprotection, la vidéosurveillance, éventuellement la géolocalisation ou la badgeuse. Et ça implique que vous ayez vraiment fait ce travail lié au RGPD. Je sais que tout le monde n'est pas nécessairement à jour de cette problématique qui rejoint la problématique de la preuve. Dernier thème qu'on peut peut-être aborder sur la fin du contrat de travail, c'est le thème lié à la clause de non-concurrence. La clause de non-concurrence, eh bien, elle doit avoir un objet d'empêcher évidemment la concurrence d'un salarié qui, de par son contrat chez vous, a des informations importantes sur la partie commerciale ou la partie propriété intellectuelle. Donc, elle doit être dans l'intérêt de la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limité dans le temps, 1 ou 2 ans, limité dans l'espace en fonction du travail d'un salarié. Un directeur général ou un directeur commercial pourront voir une limite liée à la France. Un commercial sur le terrain qui a comme, on va dire, comme terrain le 06, on ne voit pas comment lui interdire de travailler sur le reste de la France. Donc, à chaque emploi, il faut bien réfléchir à la limite géographique. Et puis, une contrepartie financière qui, d'après la jurisprudence, doit être au moins de 20% du salaire et versée chaque mois pendant la durée de l'interdiction de la concurrence. Chaque mois, j'entends, pas à l'issue de la clause de non-concurrence, avec une possibilité, et ça, j'en reviens aux clauses du contrat de travail, de pouvoir lever la clause de non-concurrence, possibilité indispensable qui doit figurer dans votre contrat de travail, puisque vous devez prévoir qu'en cours du contrat ou à la fin du contrat, quel que soit le motif de fin de contrat de travail, vous pourrez lever cette clause du contrat. Attention au moment de la levée de la clause, soit les conditions de levée de la clause sont dans le contrat de travail, soit elles sont dans votre convention collective qui doit être plus restrictive, soit enfin la loi et la jurisprudence ont imposé de lever la clause en fin de contrat au moment où le salarié voit son contrat rompu. Et la jurisprudence est venue dire qu'un salarié qu'on dispense d'activité pendant son préavis, eh bien, doit avoir sa clause levée avant la fin du préavis théorique, donc au moment où on va le dispenser de préavis. Donc, soyez bien vigilants
d'une part, à mettre tout ça dans votre contrat de travail, mais d'autre part, au moment de lever la clause de non-concurrence, à respecter ce qui est prévu au contrat et dans la jurisprudence. Voilà de manière rapide un tour d'horizon sur un certain nombre de clauses du contrat et les questions à se poser au moment de la rédaction. Soyez bien vigilants et puis on est là pour répondre à vos questions. Voilà. Alors, n'hésitez pas à prendre la parole maintenant si vous avez des questions ou à les écrire dans le chat pour ceux qui n'auraient éventuellement pas de micro. Est-ce que vous avez des questions? Ce fut très enrichissant. Bonne journée. Oui, exactement. C'était hyper complet et il y avait des sujets super intéressants. Oui, c'est vrai que c'est varié. Hein. Il y a d'autres clauses du contrat de travail qui existent, mais c'est vraiment l'idée de se poser, de voir le contrat, sa rédaction comme un élément essentiel. Parfois, je vois des contrats de 2 pages. C'est pas suffisant parce que de toute façon, un jour ou l'autre, les problèmes se poseront. Donc, soyez bien vigilants à ce moment-là. Ça évite un bon nombre de litiges. Et moi, je préfère rédiger un contrat de travail que de vous défendre au prud'homme, ça c'est certain. Voilà, c'est certain. Le risque est moindre pour vous. Voilà. Bon, en tout cas, je vous ferai passer le document que vous pourrez mettre en accès. Je vais vous le faire passer tout à l'heure par mail. Oui, on nous le demande. Donc, je viens de vous remettre, vous pourrez le retrouver sur le replay là, que je viens de vous envoyer à partir de lundi, je pense. Enfin, ou dans l'après-midi ou à partir de lundi. D'accord. Bon. Parfait. Super. Passez tous une bonne journée. Eh ben, merci je ne dis pas de bon week-end, j'ose même plus dire ça en ce moment. Mais... Faites au mieux. Exactement. Merci. Merci beaucoup. En tout cas, une belle journée à tout le monde. Et nous, on se retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle vision. Merci à Nathalie et merci au cabinet Taliance pour cette présentation hyper complète. Et n'hésitez pas à contacter Nathalie Maître Kuhlmann directement. Elle avait mis ses coordonnées ou à passer par moi. Je vous donnerai ses coordonnées avec plaisir. Merci à tous. Au revoir. Merci, au revoir. Bonne journée. Au revoir.